Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. C'est l'heure du journal. Covid-19 au Sénégal suite à la détection de cas positifs à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Les audiences sont suspendues jusqu'au 13 juillet prochain. Ainsi en a décidé le président du tribunal, Pape Mohamed Diop. 4 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 116, 13 nouvelles contaminations, 132 nouvelles contaminations signalées ce jour. Le nombre de malades en réanimation monte en flèche et le bilan macabre inquiète alors que bon nombre de Sénégalais foulent aux pieds les mesures et gestes barrières. Le point dans cette édition qui va donner la parole à Aar Li Ñu Bokk et Ñoo Lank qui réclament la libération d'Abdou Karim Gueye Xurum Xaq et l'audit du contrat entre Akilee et la Sénélec et de tout ce fait par la société d'électricité. Au même moment, les travailleurs de la Croix-Rouge vont se faire entendre demain lors de leur journée de protestation. Ils dénoncent le licenciement abusif d'un de leurs collègues et la publication du rapport de CENTIF sur la gestion de l'institution. 1er juillet 1994, 1er juillet 2020, 24 ans que Radio Sud FM est présente sur la bande FM, première radio privée et d'information qui a fait vivre à ses auditeurs bien d'événements et une radio qui a traversé également plein de péripéties. Le point avec Amadou Moustapha Dieng dans cette édition qui va recevoir comme invité le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, va se prononcer suite au report donc de la CAN à janvier 2022. La page internationale et Info Éco vont compléter cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, Aar Li Ñu Bokk et Ñoo Lank recommande l'audition du contrat entre la Sénélec et Akilee et de tous les autres contrats paraphés par la Sénélec. Ces deux plateformes réclament également la libération d'Abdou Karim Gueye Xurum Xaq. Ils se sont exprimés ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. Nous écoutons à ce propos l'un des membres du collectif Ñoo Lank. Il se nomme Abdoulaye Bathily et il est avec Aïssatou Gueye-Ba. Le contrat entre la Sénélec et Akilee est déséquilibré en faveur de ce dernier. Ce déséquilibre révèle les graves défaillances de la Sénélec et de l'État qui l'ont négocié et l'ont signé. Au-delà de ce cas particulier, ce dossier nous interpelle sur tous les autres contrats signés par la Sénélec qui sont, en définitive, en défaveur des citoyens consommateurs. Dans le plan IESAL, établi en 2016, par le cabinet Performance, il existait déjà une recommandation qui préconisait à la Sénélec d'avoir recours à la solution Akilee pour réduire ses pertes techniques. Au vu de ce qui précède, nous de Aar Li Ñu Bokk et Ñoo Lank recommandons les actions suivantes. Informer les citoyens sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan IESAL et évaluer sa performance. Revoir la composition du conseil d'administration de la Sénélec en y intégrant des représentants du personnel et des consommateurs. Soumettre la fonction de directeur général à appel à candidature. Actionner les corps de contrôle pour auditer la Sénélec et faire la lumière notamment sur tous les contrats signés. Privilégier l'expertise nationale dans le choix des prestataires tout en veillant au respect des règles de gestion, de transparence, d'éthique dans l'attribution des marchés. Dans cette optique, revoir tous les contrats de la société afin de les renégocier tout en veillant aux intérêts des citoyens, à savoir fournir de l'énergie de qualité à tous dans des conditions abordables et compétitives. Renégocier le contrat et augmenter les parts de l'État dans Akilee. Dans une autre rubrique, s'agissant du sort de notre camarade Abdou Karim Gueye, Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank manifeste leur profonde indignation face au traitement que lui inflige l'État du Sénégal. Il convient de le libérer. Nous tiendrons le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à notre frère et camarade Xurum Xaq. C'était Abdoulaye Badji, membre du collectif Ñoo Lank. Je rappelle que Aar Li Ñu Bokk et Ñoo Lank exige l'audit du contrat entre Sénélec et Akilee ainsi que de tous les autres contrats signés par la Sénélec. Ils exigent également la libération d'Abdou Karim Gueye. Et nous parlons de la journée de protestation demain jeudi des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise. Ils dénoncent le licenciement abusif d'un de leurs camarades. Ces travailleurs réclament également la publication du rapport du CENTIF sur la gestion de l'institution humanitaire. Nous écoutons à ce propos Seydou Badji, le délégué du personnel de la Croix-Rouge. Il est joint par Babacar Samb.
Au nom des délégués du personnel et les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise dont je porte la parole, nous réclamons la reprise du camarade de Babacar Badiane qui a été licencié abusivement. Demain donc, jeudi 2 juillet 2020, nous allons porter des brassards rouges en solidarité à l'imprimé d'État qu'il était. Alors nous pensons qu'il n'est pas normal de s'acharner contre quelqu'un qui s'est tout donné. Il y a trop de problèmes anormaux dans cette Croix-Rouge depuis 2010. Alors, les problèmes anormaux sont peut-être en conclusion dans une réclamation de contrôle de l'État qui a envoyé le CENTIF et sur cela donc nous réclamons les conclusions du rapport du CENTIF sur la gestion de la Croix-Rouge, qui est aussi une deuxième partie de notre plan d'action que nous déclenchons à partir de demain. La question suivante aussi par rapport à ça, elle est relative à l'application de la décision du conseil d'administration, qui avait décidé en son temps de vendre le terrain de Hann-Plage pour pouvoir régler et concrétiser tous les problèmes qui se posent aux travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise depuis 2019. Et ça, cette décision a été prise depuis octobre 2019. Nous attendons aussi que cela soit appliqué et qu'on ne mette pas ça dans l'oubli. C'est déjà des points de revendication que nous avons déposés depuis mai dernier. Pour nous, jusqu'à présent, cette affaire est en train d'être déroulée. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce qu'on vient d'annoncer. Et nous disons non au licenciement du camarade Babacar Badiane. Et ça, nous le répétons. Donc, c'est ça l'objet du porte-brassard rouge demain. Et nous alertons l'opinion publique. Nous le répétons que les conclusions du CENTIF doivent aussi être connues de tous les travailleurs. Et que toute décision qui a été prise antérieurement par l'ancien régime, qu'il soit appliquée par celui qui est déjà élu et qui est là depuis octobre 2019. Et c'est ça l'action que nous voulons mener entre aujourd'hui et vers la fin de cette journée et toute la journée de demain, Inch'Allah. C'était Seydou Badji, délégué du personnel de la Croix-Rouge. Donc, je rappelle que ces travailleurs organisent demain une journée de protestation. Ils dénoncent le licenciement abusif d'un de leurs camarades et les travailleurs réclament également la publication du rapport du CENTIF sur la gestion de l'institution humanitaire. Nous restons justement à Saint-Thioune avec la Croix-Rouge qui n'a de cesse d'épauler les autorités sanitaires dans la gestion et la lutte contre la Covid-19. Justement, voilà qui nous mène à parler de cette pandémie. Le tribunal de grande instance de Diourbel suspend ses audiences jusqu'au lundi 13 juillet prochain. Cette décision fait suite à la détection de cas de Covid-19 à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel le 30 juin dernier. À la suite donc de ces décisions prises par le président Pape Mohamed Diop, l'ensemble des procédures visant toutes les affaires criminelles, civiles, correctionnelles et commerciales n'auront pas lieu au tribunal de grande instance de Diourbel jusqu'au lundi 13 juillet prochain. Ce 1er juillet, justement, le Sénégal recense encore 4 décès, 132 nouveaux cas, dont un importé à l'AIBD, et d'autres issus de la transmission communautaire. Les précisions avec le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Sur 109 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 114 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne et 17 cas issus de la transmission communautaire ainsi répartis. Touba 5, Guédiawaye 2, Keur Massar 1, Plateau 1, Fass 1, Liberté 1, Ouakam 1 et Ziguinchor 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 30 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 6 925 cas ont été déclarés positifs, dont 4 505 guéris, 116 décédés et donc 2200 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective qui impliquent une distanciation physique, le port de masque, le lavage des mains, entre autres. Je vous remercie de votre attention.
C'était le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Le Sénégal a franchi le seuil des 100 morts depuis le 27 juin dernier. 74 victimes ces 30 derniers jours, plus de 20 décès à l'espace d'une semaine. Ce bilan macabre inquiète. La sensibilisation se poursuit au moment où les mesures et gestes barrières sont bafoués par la plupart des Sénégalais. N'est-ce pas, Babacar Samb? 9 décès entre mars et mai, puis 42 morts à la date du 1er juin. 74 morts enregistrés ces 30 derniers jours. La pandémie a fait 23 victimes en l'espace d'une semaine, soit plus de 3 décès par jour depuis le 24 juin dernier. À ce jour, 116 personnes sont emportées par la Covid-19 au Sénégal, après les 4 nouveaux décès révélés ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le bilan macabre grimpe, s'accélère et inquiète, alors que l'état d'urgence a été levé, le virus libéré, les activités reprennent, des rassemblements notés dans presque partout et surtout au niveau des espaces publics et transports en commun. Face à cette situation, face aussi à la propagation du virus et les cas graves qui se multiplient de jour en jour, 35 cas graves, j'allais dire, la sensibilisation se poursuit pour le respect des gestes barrières, des mesures barrières qui aujourd'hui sont outrepassées par la plupart des Sénégalais. Babacar Samb, pas de vente d'aliments dans et aux alentours des établissements scolaires. Cette interdiction est liée au coronavirus. Les élèves désapprouvent. Adjifatou Bagay. Parce que leur lycée est dépourvu de cantine scolaire, ces élèves du lycée mixte Maurice Delafosse se rabattent sur cette cantine d'à côté. Le kiosque à pain en question est installé à l'entrée d'une boutique située à une dizaine de mètres du portail de l'établissement scolaire. Le vendeur, masque sur le visage, s'attelle au service de la clientèle composée à majorité de collégiens et collégiennes, tout en précisant s'y être installé bien avant la date du 25 juin, date de reprise des cours. L'interdiction de vente d'aliments dans et aux alentours des écoles et établissements faisait partie des conditions à remplir avant la réouverture des écoles, une mesure certes respectée aux grandes dames des principaux concernés, les élèves. Obligés de se conformer au nouveau règlement, ces élèves en classe de terminale prennent toutes leurs dispositions avant de quitter chez eux. Nous prenons nos petits déjeuners à la maison avant de venir à l'école. Parfois on apporte des bonbons, des chips, des boissons avant de venir. Je vais prendre le déjeuner après je vais venir ici pour faire le cours. Quant aux tenants de commerces alimentaires aux alentours des écoles, eux aussi ressentent les coûts d'une telle mesure. D'ici à la tenue des examens de fin d'année prévus à partir du mois d'août, ces élèves en classe d'examen et qui ont repris le chemin de l'école vont garder ce même rythme, celui de faire cours de 9h jusqu'à 13h sans aucune possibilité de sortie, ni celle de s'acheter à manger avant la fin des cours. Adjifatou Bagay, nous restons dans l'espace scolaire avec les révisions générales dans les classes pour tester le niveau des élèves. Révision en cours au CM Pikine 9. Reportage El Hadji Moussa Thiam. 9h10 dans le CM Pikine 9. Les élèves sont déjà en classe. À l'entrée, quelques élèves retardataires qui implorent le principal pour un billet d'entrée. Pourquoi vous n'êtes pas en classe? Nous sommes en retard. Vous êtes en retard. 2 volontaires de la ville de Pikine filtrent les entrées devant l'imposante porte en fer. Le thermoflash braqué sur le front. Ensuite, les lavoirs portés juste à l'entrée. Ici, on veille bien sur le lavage des mains. Pape Dembassal est professeur de LHG. Il procède à l'appel nominatif dans sa classe d'une vingtaine de candidats pour le BFM. Selon lui, les révisions vont déterminer si le niveau des élèves a baissé ou pas avec ces 3 mois de vacances. Pour aujourd'hui, on va faire une révision générale. Du moment que les élèves sont restés 3 mois sans faire cours, on va revenir sur les acquis d'abord, faire une révision pour voir le niveau, c'est déstabiliser avant de continuer le programme. Mais d'ici la fin de la journée, on pourra savoir est-ce que vraiment le niveau est toujours là ou il y a des problèmes ou pas. Élève en classe de 3e, Bigué Diagne soutient avoir travaillé sans répit
même si elle est angoissée avec cette nouvelle reprise des cours. On a passé 3 mois sans venir de l'école. Pendant ces 3 mois, on faisait la révision. J'ai un peu peur parce qu'on ne nous a pas prévenu. Dans les classes de l'école primaire à Pikine 9, le protocole sanitaire bien respecté selon Amadou Camara Diène. Devant ses élèves candidats pour le CFE, il aborde le renforcement des révisions pour les mettre dans le bain. Oui, ça a beaucoup impacté parce qu'au départ maintenant on ne peut pas faire des acquisitions. Tout ce qu'on peut faire c'est essayer de réviser pour essayer de les mettre dans le bain avant de reprendre la marche à la main. Les évaluations seront très déterminantes pour le niveau des élèves qui vont passer les examens sous peu. Banlieue dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Merci à Elhadj Moussa Thiam. Nous quittons la banlieue dakaroise pour nous rendre dans le Sine Saloum, précisément à Kaolack où vous nous suivez sur la 94.6. 272 millions injectés dans le Sine Saloum pour soutenir le secteur du tourisme. Le pôle a reçu son enveloppe dans le cadre du Fonds de résilience pour la Covid-19. L'inspecteur régional du pôle invite les professionnels à effectuer les démarches nécessaires pour la relance des activités. Nous écoutons Jean-Pierre Ndeki au micro de Ngorsa. Nous avons constaté aujourd'hui que des 118 millions qu'on avait lors de la dernière visioconférence, nous sommes à plus de 272 millions de francs CFA injectés dans le pôle Sine Saloum. Du point de vue taux d'absorption de ce montant-là, nous sommes en deçà de nos attentes. L'invite que je voudrais faire aux professionnels du pôle Sine Saloum, c'est de venir, l'argent est disponible, qu'ils fournissent le dossier et qu'ils les déposent. Dès lors que dans certaines régions, ils sont capables de même dépasser le taux qui leur est dévolu. Pourquoi au niveau du pôle Sine Saloum, les gens rechignent à déposer les dossiers? Ils sont tous informés. Certains ne pouvaient pas le faire parce qu'on leur demandait de disposer d'agréments. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il suffit qu'un établissement, que le chef de service atteste que cet établissement a des emplois à payer, il est fonctionnel, donc il est de facto éligible. L'invite que je voudrais faire passer, c'est à ceux-là qui traînent ou qui n'ont pas encore constitué le dossier, de pouvoir le faire pour qu'on puisse atteindre le taux qui nous est alloué. Nous devrons avoir 8,6% de l'enveloppe affectée au BFR. Et aujourd'hui, on a environ 4% à réaliser. Nous sommes à 50% du taux qui nous est affecté. Aujourd'hui, nous avons 31 dossiers validés. Donc, ça, c'est au niveau hébergement et restauration. Et également, un secteur de soutien, donc d'hébergement. Il y a des dossiers d'artisans qu'on n'a pas encore reçu, la notification des crédits. Il faut, à ce montant de plus de 272 millions, y ajouter 4 millions reçus par les 8 guides qui ont déjà reçu leur notification, dont certains déjà ont accès à leur crédit. Justement, votre radio préférée, Sen Radio, fête aujourd'hui ses 26 ans d'existence. Première radio privée, première radio d'information au Sénégal. Sud FM est la pionnière donc dans plusieurs événements radiophoniques du pays. Beaucoup d'événements ont marqué son parcours, de la diffusion en direct des résultats de l'élection présidentielle de 2000 à la fermeture de la station en 2005. L'esprit de Sud FM est plus que jamais vivant et vivace. Amadou Moustapha Dia. Sud son prénom, FM son nom de famille, la radio Sud FM n'est pas seulement une radio, mais c'est un esprit. L'esprit des pères fondateurs, l'esprit de la liberté, l'esprit de l'information, la vraie, celle-là, béton, qui est confirmée et vérifiée dès qu'elle sort par le canal de la 98.5 à Dakar ou par les ondes de ses antennes régionales. La radio est inaugurée le 1er juillet 1994 par le président Abdou Diouf. Elle est historiquement la première radio privée installée au Sénégal au lendemain de la libéralisation des ondes. La radio du groupe Sud Communication, avec ses pionniers comme Babacar Touré, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Fall et Sidi Gaye, a beaucoup contribué au renforcement de la démocratie, à l'épanouissement de la liberté d'expression avec la diffusion d'émissions de société, politiques et culturelles, de programmes interactifs dont le fameux Warsa Khalat qui continue de confirmer le credo de proximité de Sen Radio. Autre fait d'armes du choix de la différence, la diffusion en direct de l'historique procès de feu Maître Babacar Seye et pour la première fois des résultats d'élections comme ce fut le cas à la présidentielle de 2000 avec la victoire de l'opposant d'alors Maître Abdoulaye Wade. Fait anecdotique, ces mêmes résultats avaient été également diffusés sur la chaîne de télévision LCA, la chaîne africaine
qui appartenait alors au groupe Sud Communication et qui fut fermé en 2004. Depuis lors, beaucoup d'auditeurs réclament une télé pour la radio Sud FM. L'une des dates marquantes de l'histoire de Sud FM, c'est également le 17 octobre 2005, quand elle a été fermée par la police qui avait procédé à l'arrestation de toutes les personnes se trouvant dans les bureaux et studios. Au moins 19 personnes avaient été retenues au commissariat central de Dakar, dont le prêcheur Oustaz Alioune Sall. À l'époque, Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur, avait exigé l'arrêt de la diffusion d'une interview de Salif Sadio, l'un des chefs de la rébellion armée casamançaise. La radio Sud FM, c'est aussi une école de formation. En effet, plusieurs générations de journalistes qui sont passés par la radio ont fini de faire les beaux jours d'autres stations. Depuis lors, Sud FM, première radio d'information au Sénégal selon les sondages du cabinet Image 4 publié en 2019, continue de maintenir le cap malgré la rude concurrence. Comme quoi, le roseau plie, mais ne rompt jamais. Amadou Moustapha Dia, en attendant le maillage de tout le territoire comme promis par le directeur général El Hadji Baye Omar Gueye, les fans clubs, eux, ont étalé leurs tentacules dans tout le pays. Justement, à Saint-Louis, nous allons à la découverte des Sentinelles pour la paix et le rayonnement de la région, une association créée par un groupe de fidèles auditeurs de Sen Radio après plusieurs interventions dans l'émission Opinion publique. Les précisions avec Yves Tendeng. L'association Les Sentinelles pour la paix et le rayonnement de Saint-Louis. Tel est le nom de l'association créée il y a quelques années par un groupe de dignes fils de la région de Saint-Louis. Moi, Souleymane Jules Gueye, Abdou Khalid Diop, Dout Sow, Ablaye Sarr Nargard, qui sommes de fidèles auditeurs de Sud FM. Tout est parti de l'émission intitulée Opinion publique qui passe tous les mardis soirs à la station régionale de Sud FM Saint-Louis, précise Souleymane Jules Gueye, secrétaire général de ladite association. C'est une association qui est née il y a 2 à 3 ans, ici à Saint-Louis. Nous sommes de fidèles auditeurs de Sud FM. Il y a une émission qui s'appelle Opinion publique, qui passe tous les mardis de 22h30 à minuit pour traiter des problèmes de la commune de Saint-Louis. Et chaque mardi, les auditeurs appellent pour donner leur opinion sur les problèmes posés. Nous avons décidé de mettre sur pied les Sentinelles pour la paix et le rayonnement de Saint-Louis. Initiative qui est venue de Opinion publique, l'émission que vous animez. Une association ayant pour principal objectif d'alerter sur tous les maux qui gangrènent la ville de Saint-Louis et d'en attirer l'attention des autorités pour des solutions. Nous avons pour objectif de contribuer au règlement de tous les problèmes de Saint-Louis, sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan de l'assainissement, également sur le plan de la gestion des ordures. C'est ainsi qu'ils obtiennent souvent gain de cause. Parce que grâce à Opinion publique, beaucoup de problèmes ont été réglés au niveau de Saint-Louis pour ne rien vous cacher. Toutefois, l'homme n'a pas manqué de formuler des prières en ce jour d'anniversaire de cette première radio privée du Sénégal. Nous prions pour que Sud FM vive longtemps afin que les Saint-Louisiens et les Sénégalais en général puissent, à travers cette radio, savoir ce qui se passe et régler tous les problèmes. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Merci à Yves Tendeng. Nous quittons Saint-Louis où vous nous écoutez sur la 93.2 pour nous rendre à Diourbel où vous nous suivez sur la 94.6. La religion occupe une place de choix dans les programmes de Sen Radio. Les auditeurs de Touba et Mbacké expriment leur satisfaction. Tout ici. Compte plusieurs auditeurs à Touba et Mbacké. Des auditeurs très fidèles qui ne ratent presque rien du programme qui leur est proposé. Les différentes émissions sont bien appréciées, en particulier celles religieuses. Selon certains, la religion occupe une place importante dans le programme de la radio. Tous les matins, Sud FM nous régale à travers la voix de Serigne Mbacké Sylla, Serigne Oustaz Alioune Sall. En plus, Sud FM intervient à l'occasion des événements religieux, que ce soit le Magal, que ce soit le Gamou. La religion vraiment occupe une place prépondérante dans les programmes de Sud FM, notamment à travers les émissions de Oustaz Alioune Sall. Il nous a beaucoup aidé
dans notre religion. De presque 5h30 à 6h45, c'est du religieux tous les jours. Le vendredi et le jeudi, c'est du religieux, donc je pense que c'est suffisant. On les voit aussi lorsqu'il y a un grand événement religieux, même la religion chrétienne se sent vraiment concerné par cette radio. Ils ont par ailleurs salué le travail de la première radio privée du Sénégal. 26 ans quand même dans le paysage médiatique sénégalais, c'est pas facile. Le Sud FM couvre pratiquement tout le territoire sénégalais, mais les informations proviennent des régions les plus reculées en économie, en société, en sport et même en culture. Sud FM est une référence en matière de revue de presse parce que c'est une revue de presse qui n'est pas téléguidée, c'est une revue de presse toute naturelle. C'est également l'occasion de les féliciter également. C'est un organe qui informe juste et vrai. Sud FM a participé grandement à la construction de la démocratie sénégalaise. Que de satisfaction vraiment. Nous vous remercions, nous vous encourageons à persévérer dans ce sens. Les émissions religieuses occupent également une bonne place dans le programme local de l'animation en passant par la diffusion de Magal et Tianté et des émissions thématiques. Touti Seimbake Sud FM. Sud International. L'homme d'affaires algérien Ali Haddad, ex-patron des patrons et plusieurs ministres liés au président déchu Abdelaziz Bouteflika ont été condamnés aujourd'hui à de lourdes peines de prison pour corruption. Deux ex-premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, à savoir Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, qui sont déjà derrière les barreaux pour d'autres scandales de corruption, ont été condamnés chacun à 12 ans de prison. Pour rappel, les vastes enquêtes pour corruption et népotisme lancé après la démission en avril 2019 d'Abdelaziz Bouteflika, ceci sous la pression d'un mouvement populaire de contestation inédit, le EAC, ont conduit à une série de procès qui sont en cours en Algérie. La République islamique estime que la seule solution à la crise syrienne est politique et n'aura pas de solution militaire. C'est ce qu'a déclaré Hassan Rouhani lors d'un sommet en ligne consacré à la Syrie avec ses homologues de Russie et de Turquie. Et enfin, en Iran, 4 personnes sont interrogées par la police dans le cadre de l'enquête sur une explosion à Téhéran hier soir dans une clinique, selon le site officiel de la télévision d'État. Parmi ces personnes, le directeur général de la clinique Attar Sina et 3 autres responsables de ce centre de santé du nord de la capitale. Selon le dernier bilan des secours, 19 personnes, dont 15 femmes, ont été tuées dans ce drame, d'après l'AFP. Sud FM, l'invité du jour. Ce mercredi, nous recevons le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, se prononce suite au report à janvier 2022 de la CAN. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Maître Augustin Senghor. Bonjour. Bonjour Malick. Vous êtes le président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. La CAF a décidé hier de reporter la CAN de 2021 à 2022. Quelle est votre réaction? Oui, mon sentiment, c'est que simplement, il fallait se rendre à la raison, c'est-à-dire constater pratiquement l'impossibilité d'organiser cette grande CAN à 24 dans quelques mois, donc au Cameroun, donc en janvier-février, pour la simple raison que, en fait, la pandémie est encore présente en Afrique, partout. Donc, les aéroports sont fermés, les vols aériens sur le plan international sont pratiquement suspendus. Il n'y a pratiquement plus de football. Donc, la FIFA a fini de fixer les dates de reprise au niveau des fenêtres des compétitions internationales, donc les fameuses dates FIFA. Et l'Afrique est programmée pour reprendre en octobre-novembre. Et, in fine aussi, organiser une CAN suppose des préalables, des prérequis importants qui sont la sécurité sur le plan sanitaire dans le pays d'accueil, la possibilité pour des supporters de voyager de pays en pays et surtout un public de venir au stade. Parce qu'une CAN, c'est d'abord une fête. Autant de facteurs qui font que, à mon avis, la CAF n'avait pas d'autre choix que de reporter. On pourra toujours nous dire pourquoi en janvier 2022 plutôt que pendant l'été 2021. La raison est simple. On l'avait déjà dit et on est resté constant là-dessus au niveau de la CAF.
c'est-à-dire juin-juillet au Cameroun, en raison de la pluviométrie très forte, il serait hasardeux de vouloir organiser à cette période une compétition de cette envergure. Donc, toutes ces raisons font qu'en allant en janvier 2022, on règle le problème de la pandémie, mais aussi ça nous permet de dérouler tranquillement les 4 journées restantes. Donc, les 2 tiers des éliminatoires restent à jouer, et surtout d'avancer sur les compétitions d'éliminatoires de la Coupe du Monde en 2022. Et n'oublions pas aussi que pour l'été 2022, il y aura aussi beaucoup de compétitions, les Jeux Olympiques, l'Euro, des compétitions de Champions League peut-être pour certains joueurs qui sont concernés. Et surtout aussi, il y a l'aspect de permettre à toutes les instances du football au niveau mondial de pouvoir harmoniser un nouveau calendrier avant le retour à la normale aux horizons 2022-2023. Donc la décision a été facile à prendre? Oui, pratiquement, c'était presque une décision à l'unanimité. Donc, je dirais presque une décision à l'unanimité parce que tout le monde a convergé dans ce sens-là. Parce que nous sommes des responsables du football. Nous devons être à l'écoute de ce qui se passe dans chacun de nos pays, mais surtout à l'écoute de la primauté de la santé sur le sport, qu'on le veuille ou non. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu de grand débat. Tout le monde avait le même point de vue sur la question. D'autres décisions ont été également prises, comme le maintien de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une CAN en 2022, une autre en 2023. Comment vous allez gérer tout cela? Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de retour à la normale. Donc aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle, un cas de force majeure lié à la pandémie du Covid-19. Après, ça nous a poussé à décaler, mais il faut le plus vite possible revenir à la normale. Revenir à la normale, c'est revenir à la périodicité normale de la CAN qui se joue tous les 2 ans en année impaire. Donc, on ne peut pas aller encore en 2024. Donc, au risque de changer donc cette périodicité-là. Donc, l'idéal, ce serait effectivement, comme ça avait été le cas en 2012-2013, d'enchaîner 2 CAN, une en janvier 2012, une autre en janvier ou en juin 2013. Et ça permettrait de revenir 2 ans après, en 2025, à une périodicité normale en année impaire. C'est ça qui a été arrêté et qui est encore applicable à ce jour. Donc, je ne pense pas que ça puisse poser un problème si l'anticipation est faite et qu'on puisse faire des éliminatoires adaptés à cette situation pour ne pas trop engorger l'agenda des compétitions et ne pas trop surcharger nos joueurs en compétition, mais aussi pour pouvoir revenir à la normale le plus vite possible. Et le plus vite possible, c'est ça en 2023. Il y a aussi l'AG élective qui est prévu également et qui aura lieu en Mauritanie, l'autre enjeu de cette rencontre d'hier. Oui, à ce niveau-là, je pense que compte tenu de la période que nous traversons, la pandémie et un certain nombre de données, les gens pouvaient tenter de se dire qu'il fallait repousser les élections, mais je pense que c'est à l'honneur du comité exécutif et du président de la CAF de dire que le calendrier électoral de la CAF sera respecté. Dans la même période, il y aura même des élections aussi de la FIFA, notamment les membres de la FIFA africains ou les autres membres d'autres continents. Et dans ce cadre-là, nous avons pensé que pour des raisons de bonne gouvernance, il ne fallait pas toucher aux dates initialement arrêtées. Et donc, c'est à l'honneur de la CAF et de son président. Maître Augustin Senghor, je vous remercie. Merci beaucoup, Malik. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Le journal de l'économie. Impact négatif de la Covid-19 sur l'économie nationale. Le chef de l'État, le président Macky Sall, annonce que d'après les dernières évolutions, notre taux de croissance passerait de 6,8% à 1,1%, voire moins. Cette nouvelle donne ne risque-t-elle pas d'influer sur l'objectif d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035? Pour l'économiste professeur Meïssa Babou, il faut faire dans le fast-track avec un cadre conséquent, administratif et fiscal. Bon, on a peut-être du temps d'ici 2035, mais il faut comprendre quand même que les retards seront énormes parce que le président lui-même a dit que le pétrole sera différé de 2 ans. Déjà, c'est un problème. Et vous savez que l'investissement sur le pétrole, sur les plateformes-là, bon, c'est l'essentiel aujourd'hui de ce qui devait être la croissance de 2020.
C'était les prévisions en fait de la Banque mondiale. Donc il faut effectivement, en tout cas, aller vite, fast track, comme ils disent, si on veut booster en tout cas l'économie et ne pas rater l'objectif de 2035, aller vite dans le sens d'une reprise très rapide avec un cadre conséquent, administratif et fiscal. Je crois que peut-être les nouvelles orientations politiques le permettront. Merci à l'économiste, professeur Meissa Babou. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. 18h37 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Covid-19 au Sénégal suite à la détection de cas positifs à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Les audiences sont suspendues jusqu'au 13 juillet. Ainsi en a décidé le président du tribunal, Pape Mohamed Diop. 4 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 116. 132 nouvelles contaminations signalées ce jour. Le nombre de malades en réanimation monte en flèche. Le bilan macabre inquiète alors que bon nombre de Sénégalais foulent au pied les mesures et gestes barrières. Nous avons fait le point dans cette édition qui a donné la parole également à Aar Lu Ñu Bokk et Ñolank qui réclament la libération d'Abdou Karim Gueye Koumhar et l'audit du contrat entre Akili et la Sénélec et de tous ceux paraffés par la Société nationale d'électricité. Les travailleurs de la Croix-Rouge en première ligne dans la lutte et la gestion de la Covid-19 vont se faire entendre demain, mais pour autre chose. Ceci lors de leur journée de protestation. Ils réclament ils dénoncent le licenciement abusif d'un de leurs collègues et la publication du rapport du CENTIF sur la gestion de l'institution humanitaire. 1er juillet 1994, 1er juillet 2020, 24 ans que la radio Sud FM est présente sur la bande FM, première radio privée et d'information qui a fait vivre à ses auditeurs beaucoup d'événements et une radio qui a traversé bien des péripéties. Le rappel, c'était avec Amadou Moustapha Dian. Le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, était l'invité de ce 18h, complété par Info Écho et mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices de Sen Radio. À 19h, vous avez rendez-vous avec Matar Sall et ses invités pour Warui. Très bonne suite de programme.